En 2017, lorsque moi-même j'ai déposé un projet de cher Jean Monnet à l'époque, il m'est paru évident que s'imposait le thème de la transformation du droit international économique, thème porteur compte tenu alors de nombreux événements d'importance. Je citerai ici la crise du Brexit, l'arrivée au pouvoir de Donald Trump, l'unilatéralisme de la politique commerciale américaine, l'affaiblissement de l'OMC et du multilatéralisme et la montée en puissance de la Chine. Tout cela était déjà la marque d'un certain essoufflement de l'ordre juridique, de l'ordre commercial économique né dans les années 1990 dans un contexte d'après-guerre froide. Sans doute me suis-je quelque part trompé et sans doute ai-je à l'époque sous-estimé la portée des événements. Ce n'est pas d'une transformation dont il s'agit, mais d'un véritable bouleversement, d'une véritable révolution de l'ordre international économique, de ses équilibres, de ses règles auxquelles on assiste de façon accélérée depuis la crise de la Covid-19. Et tout ceci constitue, à mon sens, sans aucun doute, l'un des grands défis auxquels l'Union européenne doit faire face dans les années à venir. L'étude des développements de la politique commerciale auxquels je me prête depuis plusieurs années, maintenant, sous l'angle du droit, des instruments utilisés, c'est-à-dire les actes unilatéraux de l'Union, les recours contentieux, les accords commerciaux, les accords de libre-échange et d'investissement, est ici, il me semble, d'un intérêt particulier. Cette politique constitue en effet l'un des principaux leviers d'action de l'Union sur la scène internationale, sinon le seul véritable levier d'action de l'Union sur la scène mondiale. C'est un des seuls domaines où, j'allais dire, l'Union européenne est perçue comme une véritable puissance. Et je vais presque dire un gros mot qui l'est de moins en moins, comme une entité souveraine vis-à-vis de ses pairs. Alors, dans ce monde devenu imprévisible, instable, comment cette politique, comment l'Union européenne, à travers sa politique commerciale, s'adapte à ces différents chocs que nous allons évoquer? Ses fondements conceptuels, la volonté de promouvoir et de défendre un ordre multilatéral, libéral, fondé sur les règles. Ces fondements sont-ils encore en phase avec la réalité, les nécessités de notre époque? Peuvent-ils évoluer? Doivent-ils évoluer? Et comment doivent-ils évoluer? L'Union, de même que ses États membres et ses populations, est-elle prête, pour reprendre les mots de Luc Van Middelaar, à s'affirmer comme une puissance, à s'affranchir du poids des dogmes économiques installés et du respect des règles traditionnelles pour défendre ses intérêts sans pour autant trahir ses valeurs fondatrices? Les crises qu'elle a su bon an mal an traverser, celles qui se déroulent sous nos yeux et celles qui vont venir, constituent aussi une opportunité pour elle de se révéler. Alors, dans ma présentation, je vais faire ici un emprunt au modèle sériel. Je vous propose en fait d'étudier cela à travers une mini-série d'une seule saison, ne vous inquiétez pas, en 4 épisodes. Mais avant cela, je vais faire un préquel dans lequel je vais poser le décorum, c'est-à-dire que je vais expliquer ce qu'est la politique commerciale, même si vous la connaissez déjà dans ses grandes lignes, quelles sont ses règles de fonctionnement, ses origines et ses fondements idéologiques. Alors, définition tout d'abord de la politique commerciale, avant de revenir sur les différentes crises qui ont été traversées. Tout d'abord, il convient de rappeler que la politique commerciale commune, c'est une des toutes premières politiques de l'Union européenne. Dès 1957, les rédacteurs du traité, quand ils envisagent la création, la mise en place d'un marché intérieur reposant sur un tarif douanier extérieur commun, conçoivent la nécessité de mettre en place une politique extérieure commune pour tout ce qui a trait aux échanges entre la communauté et le reste du monde et les pays tiers. Le contexte est alors bien marqué, on le connaît, c'est celui d'un ordre international bipolaire, marqué
par l'affrontement américano-soviétique marqué par la guerre froide. Les États membres de la communauté sont alors partis au GATT, club relativement restreint de pays riches, de pays développés qui décident conjointement d'abolir leurs tarifs douaniers sur la base de concessions accordées de façon non discriminatoire via le traitement de la nation la plus favorisée. Ce système GATT s'oppose à un autre système, on l'a oublié, c'est le système du Comecon, qui est mis en place dans le cadre de l'Union soviétique et des pays alliés à l'Union soviétique qui géraient à l'époque de façon collectiviste, de façon planifiée, le commerce international du bloc de l'Est. Plusieurs pays décolonisés vont rejoindre le GATT, ont décidé de rejoindre le GATT, mais ils vont longtemps jouer un rôle assez en retrait dans les négociations commerciales multilatérales. L'histoire ici est assez bien connue, elle est documentée. Dès le début des années 60, la communauté va s'imposer comme un acteur à part entière. Elle va négocier, se substituer à ses États membres tout d'abord, et négocier dans les NCM, dans les négociations commerciales multilatérales du GATT, des concessions tarifaires, des concessions douanières. On remarque dès cette époque, dès les années 60-70, une volonté de protéger les marchés agricoles, une volonté aussi d'affirmer une forme de politique du développement à travers la politique commerciale via des préférences qui sont accordées aux pays dits à l'époque sous-développés, c'est-à-dire souvent les anciennes colonies des États membres de l'Union européenne. Ce qui montre déjà que la politique commerciale de l'Union peut être mise au service d'autres politiques. Ici, la politique agricole commune, on l'a dit, là, la politique du développement. Ce leadership communautaire au sein du GATT explique d'ailleurs pourquoi la communauté, puis l'Union, plus tard, avec le traité de Lisbonne, seront reconnus comme membres à part entière de l'OMC. C'est une des seules organisations internationales, organisations internationales économiques, où l'Union européenne est reconnue comme un membre à part entière. Alors, il y a une participation cumulative, techniquement, de l'Union et de ses États membres, mais on constate ça simplement dans le domaine commercial. Ce n'est pas le cas dans un autre domaine, par exemple dans le domaine monétaire, alors même qu'il y a une monnaie commune. Il n'y a pas de représentation unique de l'Union au sein du FMI ou de la Banque mondiale. C'est également sur le fondement de cette politique commerciale que l'Union européenne a développé un vaste réseau d'accords au fil du temps, ce qui a là aussi participé au développement de son identité sur la scène internationale, à l'affirmation de la communauté en tant qu'identité à part entière sur la scène internationale. Dès 1985, par exemple, la communauté signe un accord avec la Chine, un accord commercial qui d'ailleurs est toujours en vigueur, qui va peut-être être remplacé, mais bon, j'en reparlerai un peu plus tard. Et à l'inverse, il y a des pays ou des États comme l'URSS qui refuseront tout le temps de reconnaître l'existence de la communauté. Cette politique repose sur un certain nombre d'instruments, se déploie à travers un certain nombre d'instruments et en fonction d'un système de prise de décision particulier. En premier lieu, cette politique se manifeste via des décisions unilatérales, ce que l'on appelle aussi des mesures de politique commerciale. Il peut s'agir ici d'instruments de défense commerciale, le dumping, les mesures anti-subvention, les sauvegardes qui sont autorisées dans le cadre multilatéral, dans le cadre de l'OMC, mais qui sont des mesures prises par l'Union elle-même sur la base de législation européenne. C'est aussi le cas, mesures unilatérales, par exemple des sanctions que l'Union européenne, sanctions commerciales qui peuvent être prises à l'issue d'un contentieux international, d'un contentieux OMC ou en rétorsion à d'autres sanctions commerciales. L'Union peut aussi octroyer, je l'ai dit, unilatéralement des préférences tarifaires aux pays en développement. Cela se fait dans le cadre du système dit de préférence généralisée. Donc, c'est des pays en développement qui, s'ils respectent certaines conditions, peuvent bénéficier d'un accès privilégié au marché commun. On trouve d'autres législations unilatérales et d'ailleurs, dans ma conférence, je vais expliquer que celles-ci se sont multipliées ces derniers temps en réaction justement aux crises subies par l'Union européenne. En outre, l'Union européenne, vous le savez, négocie des accords dans le domaine commercial, des accords parfois de simple coopération, des accords aussi, bien entendu, des accords de libre-échange, dont on va parler un petit peu plus tard,
et des accords de façon plus récente, des accords de promotion, de protection des investissements. Ces accords sont bilatéraux, ils sont aussi multilatéraux à travers les cycles de négociations qui continuent de se poursuivre dans le cadre de l'OMC. La prise de décision maintenant en matière commerciale, il est intéressant de noter que celle-ci a été démocratisée dans la période récente, suite notamment à l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne. Auparavant, traditionnellement, c'était une politique qui était plutôt réservée aux diplomates en réalité, puisque tout se faisait sur la base de propositions de la Commission, qui a toujours exercé un leadership ici dans les négociations commerciales, propositions de la Commission ensuite adoptées, avalisées par le Conseil, sur une base le plus souvent de consensus. Parfois la majorité, parfois l'unanimité était applicable, mais souvent, dans la plupart des cas, ici, c'est le consensus qui prévaut au sein du Conseil. Le Parlement européen était traditionnellement donc écarté de cette politique, ce qui a changé avec Lisbonne, puisqu'on passe dans le domaine de la politique commerciale à la procédure législative ordinaire. Et vous le savez, du coup, pour les accords internationaux, ça signifie que le Parlement européen est compétent pour approuver ici les accords commerciaux, en particulier les accords de libre-échange. C'est une compétence d'ailleurs que le Parlement a utilisée très vite dans le cadre du projet d'ACTA. J'ai failli le mettre dans la présentation des crises, mais c'est un petit peu vieux maintenant. L'ACTA, c'était un accord de lutte contre la contrefaçon négocié dans le cadre de l'OCDE. Le Parlement européen, en 2012, fait échouer le processus de conclusion de l'accord en refusant de l'approuver pour des raisons tenant aux libertés fondamentales. Ces dernières années, on observe, excusez-moi par avance du pléonasme, mais une plus forte politisation de cette politique commerciale. Ça va être un de mes points, parce que notamment il y a ce contrôle plus fort exercé par les parlementaires européens et aussi par la société civile européenne. Celle-ci s'intéresse beaucoup plus qu'auparavant aux négociations commerciales. Moi, j'ai connu l'époque où il y avait déjà un intérêt avec ATTAC, notamment s'agissant du cycle de Seattle pour les négociations multilatérales de l'OMC. Ça avait un petit peu disparu et on constate depuis quelques années, s'agissant des accords de libre-échange, des mobilisations citoyennes, notamment à travers des initiatives citoyennes européennes. Il y a eu une initiative Stop TTIP et Stop CETA il y a quelques années qui avait été déposée, enregistrée. D'ailleurs, il y a eu un contentieux devant la Cour à ce propos. Et puis, par exemple, tout récemment, j'ai vu au début du mois, c'est la dernière ICE qui a été déposée. Il y a une ICE sur le commerce avec les territoires occupés en Palestine qui porte donc sur la politique commerciale. Donc, on va parler d'une forme de politisation accrue de la politique commerciale. On va y revenir. C'est une politique dans le cadre de laquelle l'Union européenne a une compétence exclusive. Je ne vais pas trop vous embêter avec ces idées ces histoires de compétences parce qu'on va rentrer dans une technique excessive ici, mais traditionnellement, c'est un domaine de compétence exclusive de l'Union. Après certains avis de la Cour, notamment l'avis relatif à l'adhésion de l'Union européenne, enfin de la communauté à l'OMC, on est passé dans un régime de mixité pour certains domaines, les services, la propriété intellectuelle, et puis avec le traité de Lisbonne, on est revenu à un principe d'exclusivité de la compétence commerciale. Ça n'a pas tari en fait les conflits avec les États membres, puisque certains États membres, notamment s'agissant des derniers accords de libre-échange, ont revendiqué, on dit ces accords ils sont tellement larges, ils abordent des domaines tellement étendus que en fait ça relève aussi de notre compétence, ce qui signifie en creux moi aussi, je dois conclure via mes procédures constitutionnelles nationales cet accord et ce n'est pas seulement l'Union européenne qui peut les conclure. Alors, il y a eu un avis à cet égard, l'avis 215, qui est un avis de la Cour, qui dit, s'agissant des accords de dernière génération, pour faire simple, que ceux-ci, pour l'essentiel, relèvent de la compétence exclusive de l'Union. Il reste des domaines qui sont de la compétence partagée, à savoir le domaine des investissements étrangers, des investissements autres que directs, et le règlement des différents investisseurs États. Ce qu'a tenté de faire la Commission en réaction, c'est de faire des accords séparés, donc de faire des accords commerciaux et donc des accords investissements un petit peu séparés pour ces questions-là. Mais de l'avis de la Cour, de l'avis de 15, on peut dégager une lecture assez large de ce champ d'application de la politique commerciale. Notamment, il y a un passage intéressant dans l'avis de 15 qui dit que, étant donné que la politique commerciale de l'Union se doit de prendre en compte les objectifs de l'action extérieure, je renvoie ici à l'article 21 TUE,
vous avez différents objectifs de toute l'action extérieure, je ne parle pas que du commerce, dont, par exemple, l'environnement, la lutte contre le changement climatique, les droits sociaux, eh bien, la Cour considère qu'il peut y avoir dans les accords des chapitres qui intéressent le développement durable, donc les droits sociaux et environnementaux. Et malgré cela, eh bien, même si ce n'est pas du commerce au sens strict du terme, ça continue pourtant de relever de la compétence commerciale de l'Union. Ce qui est intéressant parce que ça veut dire que l'Union européenne, par exemple dans le cadre de l'accord Mercosur ou dans le cadre d'autres accords plus récents, je pense au Brexit, même si là la situation est un peu distincte, mais elle a la possibilité d'introduire des dispositions non strictement commerciales qui intéressent le développement durable dans ces accords de libre-échange en particulier. Un autre point sur lequel je voulais m'attarder, avant de commencer, vous voyez, je prends un peu de temps, c'est un épisode, un préquel qui est un peu long, mais il faut mettre les choses en place. Quels sont les fondements, j'allais dire, idéologiques de cette politique commerciale? Pourquoi faire une politique commerciale? Dans quel sens va cette politique commerciale? Alors, il y a une disposition ici qui n'a pratiquement pas changé, vous la voyez depuis le départ, c'est un extrait ici de l'article 206 TFUE qui nous dit la chose suivante, et ça n'a pas changé depuis 1957, quasiment. L'Union contribue dans l'intérêt commun au développement harmonieux du commerce mondial, à la suppression progressive des restrictions aux échanges internationaux et aux investissements étrangers directs, ainsi qu'à la réduction des barrières douanières et autres. Disposition donc qui, à l'origine, en 1957, s'inscrivait dans un contexte particulier. Les négociateurs du traité de Rome avaient une crainte, c'était à l'époque que les autres parties du GATT n'attaquent le projet communautaire en disant « vous êtes en train, avec la communauté, d'ériger une sorte de forteresse Europe en matière économique ». Et donc, cette disposition, fondamentalement, elle est là pour les rassurer, pour dire aux tiers, regardez, on n'a pas ici un projet protectionniste. On va faire un marché intérieur, mais ce n'est pas pour autant que ce marché intérieur va être fermé au reste du monde, va être un projet protectionniste. Et l'objectif de la communauté sur le plan international, ça sera au contraire de diminuer les barrières douanières et autres. Donc, on est dans la philosophie des négociations du GATT de l'époque. On ne parle pas de libre-échange, le terme de libre-échange n'est pas présent, mais on est quand même ici sur une suppression progressive des restrictions aux échanges internationaux, même si l'idée de développement harmonieux peut laisser entendre qu'on peut quand même réguler cet échange, qu'il ne s'agit pas ici de supprimer toutes les barrières au commerce. Cette disposition est restée, je vous le dis, inchangée. Alors pourquoi avoir gardé le même texte quasiment de 57 à aujourd'hui, alors même qu'il s'est passé des choses dans l'ordre économique international, qui a eu beaucoup d'évolutions? En réalité, à mon sens, il y a une clé principale d'explication, c'est que les États ne se sont pas intéressés vraiment à ça, n'ont pas porté leur bataille sur le plan idéologique. C'est-à-dire les négociateurs des traités n'ont pas voulu remettre sur le tapis la question d'une politique commerciale. Pourquoi faire? C'était plus simple dans leur esprit de garder l'existant. Ils se sont surtout battus, en fait, les États membres, avec la Commission ou entre eux quand il y avait des accords sur le plan institutionnel. Ce que je vous disais tout à l'heure, il y a eu une multiplication de contentieux, l'avis 194, l'avis de 15, l'avis 117 en matière d'investissement, se sont essentiellement focalisés sur des questions institutionnelles. Qui a compétence pour faire quoi? Qui a le pouvoir? Que sur comment utiliser ce pouvoir en matière commerciale. Et donc, on en est resté là, d'autant qu'en fait, toucher à cela, ça aurait été heurter les États libéraux en Europe, et ils sont en fait les plus nombreux autour de la table du Conseil, les États favorables au libre-échange, et par ailleurs, des États peut-être un peu plus protectionnistes, comme les États du Sud, comme la France, ont quand même toujours considéré que malgré le libellé de cette disposition, il était quand même possible de maintenir sur bien des points des mesures protectionnistes sans que celles-ci soient annulées par la Cour de justice. En d'autres termes, c'est une disposition qui n'empêche pas le politique, les institutions, de choisir, par exemple, de restreindre le commerce, d'interdire les importations de bœuf aux hormones, d'interdire les importations d'OGM, etc., sans que ce soit censuré par la Cour de justice. Donc, il n'y a pas eu vraiment de débat idéologique sur le sens de cette politique. On n'a pas réouvert ici les choses.
Le protectionnisme, malgré tout, a toujours constitué le tabou, une sorte de gros mot dans le développement de cette politique, tandis que le libre-échange a peu à peu été érigé en totem. Ça s'est accéléré, cela, avec l'effondrement du bloc soviétique, avec les années 90, la création de l'OMC, et à partir de là, des communications successives de la Commission. Il y a une première communication en 96 sur l'accès au marché. La politique commerciale doit servir à ouvrir les marchés des pays tiers. L'idée, c'est que maintenant qu'on a créé le marché intérieur avec la Commission de l'or, il faut aller chercher de nouveaux débouchés sur les marchés extérieurs. Et donc, il faut faire prévaloir cette idée d'accès au marché sur les pays tiers. Et donc, c'est ça, la stratégie de l'Union à l'OMC. Et quand l'OMC n'est pas suffisante, eh bien, il s'agit de négocier des accords commerciaux bilatéraux, des accords de libre-échange qui vont permettre d'accéder, d'ouvrir davantage encore les marchés des pays tiers. Il y a une communication importante historiquement sur ce point, c'est une communication de 2006, communication dite Global Europe. C'était Peter Mandelson à l'époque, le commissaire au commerce, commissaire britannique qui était à la manœuvre. Et l'idée ici, très clairement, vous pouvez aller revoir ce texte, c'est intéressant de le lire maintenant, c'est d'ouvrir les marchés des pays tiers, en particulier les marchés des pays émergents. En Asie, en Amérique latine, il y a déjà des négociations alors avec le Mercosur, les pays donc de l'ASEAN, Singapour, la Corée, même si on ne mentionne pas encore les grandes puissances industrialisées. Et un peu plus tard d'ailleurs, à partir de la fin des années 2000, les débuts des années 2010, la Commission va aller plus loin. Elle va décider d'aller vers une stratégie de libre-échange généralisé et donc de proposer des accords, y compris à des puissances industrialisées. Le Canada, d'abord en 2009, avec lequel l'Union européenne ouvre des négociations, puis alors que c'était vraiment quelque chose d'interdit jusqu'alors, puis les États-Unis en 2012. Pourquoi les États-Unis? Parce que à la même époque, l'administration Obama met en place, via cette stratégie du pivot, des négociations avec les pays de la zone Pacifique. C'est le fameux TPP, le Trans-Pacific Partnership Agreement, qui sera négocié par l'administration Obama et qui vise à établir un méga accord de libre-échange avec la quasi-totalité des pays de la zone Asie-Pacifique, à l'exception notable, bien sûr, de la Chine. Donc, l'Union européenne, pour ne pas être marginalisée, décide aussi de négocier avec les États-Unis. Et en 2013, la Commission obtient un mandat de négociation pour un nouvel accord de libre-échange avec le Japon, donc initiation des négociations avec le Japon, puis un mandat de négociation pour un autre accord avec la Chine, accord qui n'est pas un accord de libre-échange, mais qui est censé porter sur la protection des investissements et les questions de propriété intellectuelle. Et ça va s'accélérer. Ensuite, il y aura d'autres pays qui vont être visés. En 2017, par exemple, l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Agenda libéral, néolibéral, diront certains, qui va pourtant se heurter à une série de chocs et d'imprévus. Et c'est là que je vais commencer ma mini-série en 4 épisodes. Je ne sais pas, j'ai déjà pas mal parlé. Moi, je n'ai pas mis de chronomètre, donc je ne sais pas combien de temps j'ai parlé, mais ce n'est pas grave. Bien, donc, premier épisode. Épisode 1, si vous voulez. Les accords commerciaux confrontés ou prisonniers des crises géopolitiques. J'ai précisé cette stratégie et on peut revenir sur différents cas d'espèces intéressants. Premier cas d'espèce particulièrement intéressant, l'Ukraine. L'Ukraine était un des pays visés par la stratégie de 2006, par cette communication dont je vous ai parlé, Global Europe. Et donc, dès 2006, l'Union européenne engage un processus de négociation d'un accord ambitieux avec l'Ukraine, puisqu'il s'agit à la fois de négocier une association sur le plan politique. L'association, c'est ce qu'on peut proposer de mieux à un partenaire tiers, et parfois ça prépare même certaines adhésions. Donc, association proposée, au sein de laquelle vous avez une partie qui est la partie principale en fait de l'accord, qui est un accord commercial, ce qu'on appelle dans le jargon des négociateurs communautaires un DCFTA,
c'est-à-dire un Deep and Comprehensive Free Trade Agreement, un accord de libre-échange large et approfondi. Négociation qui se lance peu de temps après la révolution orange, avec une présidence en Ukraine qui est plutôt favorable au vu de l'Union européenne et à un rapprochement avec l'Union européenne. Ces négociations se poursuivent, y compris durant le mandat du président Yanukovych. Le président Yanukovych est élu à la fin des années 2000. C'est une personnalité qui est plutôt proche du Kremlin, en réalité, qui vient de l'Est de l'Ukraine, du Donbass, et qui donc a une position qui est plutôt proche de l'espace russophone. Et malgré tout, l'Union européenne continue sa négociation de l'accord, et elle trouve même un accord en 2012-2013. Les négociations de l'accord sont finalisées. Et l'Union européenne, assez innocemment, va insister auprès du partenaire ukrainien pour obtenir, une fois que la négociation est terminée, la signature du texte. Signature, vous savez, c'est le début de la procédure de conclusion. Une fois qu'on signe, on doit s'engager ensuite à tout faire pour conclure, ratifier l'accord. Réticence de la partie ukrainienne. Réticence pourquoi? Parce qu'au même moment, il y a une autre personnalité, à quelques milliers de kilomètres de là, à Moscou, Vladimir Poutine, qui, lui, observe ce qui se passe et qui considère qu'il ne s'agit pas ici d'un simple projet économique, qu'il s'agit d'une menace politique de la part de l'Union européenne. Il faut comprendre qu'on s'inscrit dans le contexte post-crise géorgienne, qu'il y a un certain nombre de conflits entre la Fédération de Russie et les Européens, et Moscou donc voit cet accord purement et simplement comme une agression dans son précaré, d'autant que Moscou a un autre projet au même moment, qui est un projet d'union eurasienne, qui est proposé à toutes les anciennes républiques socialistes soviétiques, en particulier le Bélarus, le Kazakhstan et d'autres pays réputés proches de Moscou, et qui est proposé à l'Ukraine. Et donc l'Ukraine, en fait, elle se retrouve dans une situation impossible. Elle est sommée de choisir entre l'Union européenne et la Russie. Yanukovych décidera de ne pas signer cet accord, refusera au dernier moment, il fera volte-face, il ne signera pas cet accord. C'est ce qui déclenchera la révolution de Maïdan. C'est bien sûr pas la seule raison à la révolution ukrainienne de 2014, mais c'est un des éléments qui déclenchera cette crise ukrainienne qui s'est soldée, on le sait, par l'annexion de la Crimée, par l'occupation du Donbass, etc., et par la situation qu'on connaît actuellement. Donc, tout ça pour vous dire, je ne dis pas que c'est la faute de l'Union européenne, que c'est son tort d'avoir déclenché la crise ukrainienne, mais je crois profondément qu'elle n'a pas eu conscience, et pour en avoir parlé avec des personnes qui étaient des représentants de la Commission à Kiev à l'époque, ils n'avaient pas conscience véritablement de ce qu'ils faisaient, que la politique commerciale, que l'accord de libre-échange n'était pas simplement une question d'économie, c'était un projet politique. Autre exemple, le CETA. C'est un exemple intéressant, cet accord CETA qui est négocié à partir de 2009. Donc le CETA, c'est un accord, en français c'est l'AECG, l'accord économique et commercial global entre l'Union européenne et le Canada. Négociation qui se déroule sans trop de heurts, sans trop de difficultés, de 2009 à 2014. Et en 2014, la Commission a finalisé les négociations. En même temps, il y a un accord similaire avec Singapour. Et elle est d'ailleurs très heureuse d'avoir pu inclure dans l'accord pour la première fois un chapitre portant protection des investissements, lequel prévoit un système de règlement des différends entre les investisseurs, les États ou l'Union. Ce n'est pas une question anodine, cela, puisque en fait, ce qui est prévu ici, c'est d'aménager dans l'accord des droits conventionnels qui vont permettre à des investisseurs, à des personnes privées, à des entreprises d'attaquer non seulement l'Union, mais aussi les États, si ces derniers ne respectent pas les droits qui sont reconnus aux investisseurs au titre de l'accord. Jusqu'à maintenant, on n'avait pas ce type de mécanisme de règlement des différends. C'était toujours du règlement des différends diplomatique ou État à État, ou Union contre un autre État membre. Et l'Union européenne est très heureuse d'avoir exercé de façon nouvelle sa compétence, d'ailleurs d'avoir apporté un certain nombre d'innovations dans ce champ du droit international économique, sans réaliser qu'il s'agit là, pardonnez-moi l'expression, d'une bombe politique.
actionné par le Parlement européen qui refuse en l'état de négocier l'accord, notamment Yannick Jadot à l'époque qui porte le dossier au sein de la commission INTA du Parlement européen, et aussi les États membres qui sont bien obligés de suivre, notamment Matthias Fekl et son homologue allemand à l'époque vont signer une tribune conjointe disant qu'en l'état, la France et l'Allemagne refusent de signer un tel accord ou d'approuver un tel accord. Ce qui va obliger la Commission déjà à renégocier ce fameux chapitre 8 du CETA. 2 ans plus tard, le métier est remis sur la table, l'accord est proposé, la Commission pense que ça va pouvoir être signé et patatras, les États membres s'opposent pour plusieurs d'entre eux au texte, de façon plus ou moins sérieuse. La Roumanie et la Bulgarie regrettent que dans l'accord CETA, notamment, il n'y ait pas plus de choses sur les visas accordés à leurs ressortissants. L'Allemagne, en Allemagne, il y a tout un collectif d'universitaires, d'ailleurs, qui s'appelle Mir Démocratie, qui conteste le libre-échange généralisé et qui considère que l'accord CETA annonce un accord avec les États-Unis d'Amérique et donc qui engage des recours devant le Bundesverfassungsgericht, le juge constitutionnel allemand. En France, un peu plus tard, il va y avoir un recours devant le Conseil constitutionnel français engagé par 60 députés frondeurs de la majorité socialiste de l'époque. Et puis, au mois d'octobre, au moment où l'on pense quand même se diriger vers une signature du texte, eh bien, on se rend compte qu'en Belgique, au titre du droit belge, il faut pour signer un tel accord comme le CETA, compte tenu des domaines qui sont couverts par l'accord, un accord des entités subfédérales, en particulier la région de Bruxelles-Capitale, la Wallonie. Et à cette époque, un certain Paul Magnette, qui est à la tête de la région wallonne, s'oppose au CETA et s'oppose notamment au système de règlement investisseur-État. Et donc menace non seulement de faire capoter cette signature, mais menace par là même de mettre en cause toute la crédibilité de l'Union européenne sur la scène internationale, sa capacité à négocier et conclure des accords commerciaux avec des pays tiers. Alors on va s'en sortir avec le CETA, avec une signature qui prévoit, c'est assez technique, signature qui prévoit qu'on ne mettra pas en application provisoire la partie sur l'investissement et qui indiquera notamment qu'il n'y aura pas d'entrée en vigueur de l'accord, fût-ce à titre provisoire sans un accord du Parlement européen qui sera obtenu in extremis quelques mois plus tard. En fait, ce que montre cet épisode du CETA, je ne m'étends pas là-dessus, il est toujours appliqué le CETA à titre provisoire, il n'a pas encore été ratifié par tous les États membres, mais d'ailleurs, s'il y a un État membre qui s'y oppose, l'accord tombe. Mais ce que montre cet épisode, à mon sens, c'est le manque de sens politique, ici peut-être, de la part de la Commission. Le fait d'avoir pas vu venir cela, un trop faible dialogue aussi avec la société civile européenne et, de façon générale, et ça c'est peut-être pas la faute de la Commission, mais une absence de consensus en Europe sur ce qu'on veut faire de ces accords de libre-échange, de la politique commerciale. En fait, moi je vois ça comme une demande de débat, le CETA. Autre exemple d'accord, l'accord Mercosur. Je vais aller plus vite ici, mais l'accord Mercosur, c'est un accord qui est négocié depuis la fin des années 90 avec les pays du Mercosur, donc Brésil, l'Uruguay, Argentine et Paraguay, qui avait été décidé sur la base d'un mandat de directives de négociation qui sont devenues obsolètes au fil du temps. Et l'Union européenne a finalisé la négociation de cet accord sous l'administration Bolsonaro. Et la Commission essaye de faire en sorte que cet accord puisse être signé, mais il est bien évident que là aussi, elle se heurte à un obstacle politique, compte tenu du partenaire brésilien, compte tenu aussi du faible contenu environnemental de l'accord. Et donc, pour l'instant, eh bien, on en est à un accord qui n'est pas signé et qui ne pourra pas, à mon sens, être signé tant qu'il ne sera pas renégocié. Autre exemple encore d'un accord, alors il ne s'agit pas d'un accord de libre-échange, mais c'est l'accord avec la Chine. Accord intéressant qui a été trouvé en fin d'année dernière, qui s'inscrit là encore dans un contexte géopolitique particulier. Pour rappel, la Chine, elle n'est pas restée les bras ballants pendant toutes ces années en termes de négociations commerciales. Elle a, elle aussi, conclu des accords de libre-échange et en particulier, en décembre 2020, l'accord dit RCEP, qui est un accord de partenariat économique régional, un accord de libre-échange qui implique 30% du PIB mondial, un tiers de l'humanité et une grande partie des pays de la zone asiatique, à l'exception notable de Taïwan, bien entendu, ça c'est pas une surprise, mais de l'Inde.
Mais pour le reste, vous avez donc dans le RCEP, vous avez l'Australie, vous avez le Japon, la Corée, tous les 15 pays membres de l'ASEAN qui ont accepté de rejoindre cet accord, ainsi que la Corée. L'Union européenne était assez contente de trouver un accord fin 2020, on est en fin de présidence allemande, avec la Chine. Pourquoi? Parce que c'est une sorte de réponse au RCEP. C'est ici la capacité de l'Union européenne aussi à avoir son propre accord qui défend les investissements européens en Chine et aussi chinois en Europe, qui comporte des clauses de sécurité qui sont assez largement définies. Et puis, je pense que sur le plan stratégique, c'est une volonté d'affirmer l'autonomie des Européens quelque temps avant l'arrivée de l'administration Biden au pouvoir, de montrer que les Européens sont capables aussi de négocier directement avec la Chine. L'erreur des Européens, c'est sans doute d'avoir cru possible d'isoler cet accord commercial du reste des relations géopolitiques entre l'Union européenne et la Chine. Pourquoi? Parce que au même moment, quasiment, en décembre 2020, l'Union européenne adopte une législation, on appelait improprement le Magnitsky Act à l'européenne, qui prévoit la possibilité pour l'Union d'adopter des sanctions à l'encontre de personnes qui violeraient les droits fondamentaux, les droits humains de par le monde. Il va être utilisé cette législation pour viser des fonctionnaires chinois au Xinjiang, compte tenu, et puis des entités publiques chinoises, compte tenu de la répression ouïghour qui prévaut dans cette région. La Chine va répliquer et elle va s'en prendre en réaction à des personnalités en Europe qu'elle estime être responsables de ces attaques vis-à-vis de la Chine, notamment plusieurs députés européens, dont M. Glucksmann, qui est directement visé par cela. Et donc, je l'ai dit tout à l'heure, le Parlement européen, qui est normalement compétent pour approuver l'accord, a pris une résolution annonçant au mois de mars 2020 qu'il ne le ferait jamais, et l'accord n'est pas même signé par les États, et dans le contexte géopolitique actuel, il ne sera probablement pas signé à moyen terme par les États, par le Conseil, et encore moins approuvé par l'Union européenne. Encore une fois, la géopolitique s'invite à la table des négociations commerciales. Et puis, je peux mentionner rapidement le cas de l'Australie. Pour terminer, les choses sont fraîches, vous les avez en tête. D'aucuns considèrent à la Commission qu'on peut continuer à négocier avec l'Australie comme si de rien n'était, les directives de négociation ayant été adoptées en 2017, qu'il s'agit de commerce, mais il est bien évident qu'il est plus possible de continuer à négocier avec l'Australie et que si une négociation aboutissait, je doute en l'état que les États membres acceptent, que le Conseil accepte de signer un tel accord. Alors, la France a-t-elle le moyen de bloquer la décision de signature? Moi, je pense que oui. Même si théoriquement la majorité qualifiée serait applicable, je ne vois pas un accord. Ces accords sont toujours signés sur une base consensuelle et je ne vois pas un tel accord être signé. Donc là encore, la géopolitique, les relations internationales pèsent sur les développements, les crises internationales pèsent sur le développement de cette politique commerciale. Bien, fin du premier épisode, la géopolitique s'invite ici à la table. Épisode 2. Épisode 2. La politique commerciale confrontée à la crise de l'ordre international économique. Alors, ce que je raconte depuis le début tient en filigrane un phénomène de crise plus profond, plus ancien, qui est celui d'une crise du multilatéralisme. État de mort cérébrale, en réalité, du multilatéralisme, pour reprendre l'expression d'Emmanuel Macron à propos de l'OTAN. Je sais qu'elle est un peu dure, mais il faut bien comprendre qu'on a une organisation mondiale du commerce qui, certes, existe toujours, mais qui est en situation de péril important. Et cette situation ne date pas d'hier, au demeurant. Je rappelle, il y a 3 fonctions principales dans l'OMC. L'OMC a pour première fonction de négocier de nouveaux accords
de façon à les adapter aux nécessités du commerce international, puisqu'il est bien évident que le commerce international n'est pas le même. Depuis 1995, il s'est passé beaucoup de choses et on ne peut pas avoir les mêmes règles qu'en 1995. Il y a une deuxième fonction, c'est de négocier les accessions, de permettre les accessions de nouveaux membres. Il y a une troisième fonction, assez essentielle aussi, c'est son système de règlement des différends qui permet d'éviter, a priori, que les conflits commerciaux ne dérivent en guerre commerciale. C'est ça un petit peu la raison d'être, si vous voulez, de l'OMC. Eh bien, sur deux de ces points, l'OMC n'est plus opérante, ne fonctionne plus. Tout d'abord, sur le volet négociation, eh bien, il n'y a pas eu de grandes négociations commerciales multilatérales, en vérité, depuis 1995. La conférence de Seattle en 2000, qui devait aboutir à un début d'accord, a lamentablement échoué. Et plus encore, l'agenda de Doha, qui a été lancé en 2001, au lendemain du 11 septembre, et qui devait être bouclé en 3 ans, eh bien, n'a jamais permis d'aboutir à une clôture des négociations, faute de consensus entre les membres de l'OMC sur une révision des textes multilatéraux, et aussi en raison sans doute de la méthode de négociation utilisée. On a une méthode de l'engagement unique à l'OMC qui a prévalu. Rien n'est décidé tant que tout n'est pas décidé. Et en conséquence, ces négociations se sont enlisées peu à peu et rien n'a été décidé véritablement à l'OMC depuis 1995. La seule vraie négociation, à mon sens, c'est l'entrée de la Chine dans l'organisation. En 2001, c'est ça le véritable cycle de l'OMC depuis le départ. Et puis quelques autres accessions qu'on peut mentionner et qui sont loin d'être anodines. Le Vietnam en 2007, et puis je crois que c'était en 2012, si je ne m'abuse, la Fédération de Russie un peu avant l'Ukraine notamment. Donc en fait, aujourd'hui, on a une quasi-universalité de cette organisation, à peu près 163 membres, y compris, et c'est pas anodin, des anciens pays du bloc de l'Est et des anciens pays communistes, ce qui prouve l'adhésion de ces pays au principe de l'OMC, du moins en théorie. Mais ce volet négociation ne fonctionne pas, pâtit, et donc est incapable de s'adapter aux nouvelles réalités du commerce international. Par exemple, le commerce électronique, il n'y a rien à l'OMC là-dessus. Sur la question des normes sociales, sur la question du climat, il n'y a pas eu de négociation, il n'y a pas eu d'accord, il y a eu des révisions très timides de certains textes, par exemple sur les marchés publics, et pour le reste, on a très peu progressé. Ce qui fonctionnait bien à l'OMC, à côté des accessions, c'était son système de règlement des différends. Et l'OMC, au fil du temps, s'est transformé en une machine à régler des litiges entre les États. Mais le problème, c'est qu'à trop solliciter une machine, à trop solliciter le juge, je mets des guillemets de l'OMC, parce que je n'ai jamais considéré, pour ma part, qu'il s'agissait d'un juge, eh bien, vous en venez à lui confier une tâche qui déborde ses fonctions et ses capacités. Ce qui a provoqué l'ire de certains membres, en particulier les États-Unis, qui ont été vent debout contre plusieurs décisions de l'organe d'appel de l'OMC qui allaient à l'encontre de leurs intérêts, notamment sur la défense commerciale. Donc, contestation de plus en plus grande de son système de règlement des différends. Règles désuètes et non prise en considération aussi des bouleversements économiques, géoéconomiques. Par exemple, les règles de l'OMC ne sont pas adaptées à la question des pays en développement. Il n'y a pas une définition claire de ce qu'est un pays en développement à l'OMC. S'agissant de la Chine, il y a un certain nombre de pratiques commerciales déloyales de la part de la Chine, que ce soit en matière de propriété intellectuelle, de subventions, qui ne sont pas prises en compte par les règles actuelles existantes de l'OMC. D'où la contestation de l'organisation. Et ceux qui ont tiré vraiment les premiers, ce sont les Américains. Et ils l'ont fait, non pas sous l'administration Trump, mais dès l'administration Obama. Dès l'administration Obama, ces derniers ont en particulier commencé à bloquer toute nomination au sein de l'organe d'appel. Et donc, ils ont commencé à amorcer la condamnation de cet organe parce qu'ils avaient une possibilité ici de blocage des nominations et donc cette possibilité de rendre l'organe d'appel inopérant, qui s'est concrétisée en fait en 2019. Depuis 2019, il n'y a plus de juges au sein de l'organe d'appel, juges entre guillemets, il n'y a plus de membres de l'organe d'appel et donc il n'y a plus d'organe d'appel et donc il suffit désormais à un membre de faire appel d'un rapport de groupe spécial
pour que la procédure soit bloquée. C'est ce qu'on appelle un appel dans le vide. Donc on est retourné à une situation qui était celle du GATT pour le règlement des différends, situation de blocage. On n'a plus véritablement d'organe multilatéral à même de dire qui a raison, qui a tort, qui a respecté les règles, comment doivent-elles être interprétées et quelles doivent être éventuellement les sanctions à même d'être adoptées. Donc ça, c'était un grand acquis du système commercial qui tombe. Et puis là-dessus s'est ajoutée, bien entendu, la présidence Trump. Présidence Trump qui n'est en fait qu'un prolongement, qu'une évolution de l'administration Obama sur bien des points. On l'a évoqué, le blocage du SRD. Puis il y a eu aussi des mesures unilatérales qui ont été appliquées en parallèle, en particulier en 2018, des mesures sur l'acier et l'aluminium qui ont visé l'ensemble des partenaires des États-Unis à l'OMC, y compris l'Union européenne. Alors, ce n'est pas la première fois que les États-Unis adoptent ce type de mesures. C'est très ancien. Il y avait ça à l'époque du GATT déjà, des mesures de sanctions commerciales visant les tiers. On se souvient, sous l'administration Bush, il y avait eu Bush-fils, des mesures sur l'acier très importantes qui avaient été prises, des mesures dites de sauvegarde. La nouveauté ici, pourquoi je vous en parle de cette mesure sur l'acier, c'est sa justification. La justification apportée par l'administration Trump, c'est de dire que ces mesures sont justifiées non pas au titre de l'accord sur les sauvegardes, des règles sur les sauvegardes de l'OMC, mais sur un impératif de sécurité nationale. Justifier ces mesures sur un impératif de sécurité nationale, ça a deux utilités. Première utilité, sur le plan interne, il n'y a pas besoin en fait d'un accord du Congrès pour prendre ce type de mesures, parce que ça repose sur une loi héritée de la guerre froide, une loi de 64 qui donne au président américain le pouvoir d'adopter ces sanctions et qui lui donne de grandes marges de manœuvre de décider de sanctions justifiées par la sécurité nationale. Sur le plan multilatéral, ça a une autre utilité, c'est que en fait les règles de l'OMC, et tout le monde les a un peu redécouvertes à ce moment-là, prévoient effectivement une exception de sécurité. C'est notamment l'article 21 du GATT, vous pouvez aller regarder si vous voulez, l'article 21 du GATT qui laisse en fait une très grande marge de manœuvre aux membres pour décider de l'opportunité de faire exception aux règles du GATT dès lors que la mesure est justifiée au titre de la sécurité nationale. C'est ce qu'on appelle une exception de type self-judging. Le groupe spécial dans l'affaire Russie trafic en transit a traduit ça, j'aime bien l'expression française, c'est une autonomie de jugement du membre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de contrôle réel de la part des groupes spéciaux ou encore de l'organe d'appel. De toute façon, il n'y a plus d'organe d'appel sur ce type de mesures. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de constater que d'autres membres se sont prévalus, eux aussi, ces dernières années, d'exceptions de sécurité nationale. C'est le cas de la Russie vis-à-vis de l'Ukraine, dans une affaire qui a d'ailleurs été portée devant un groupe spécial, l'affaire Russie trafic en transit. C'est le cas aussi de l'Arabie saoudite vis-à-vis du Qatar en matière de propriété intellectuelle. Et donc, ce à quoi on assiste, c'est une multiplication des exceptions de sécurité nationale qui montrent qu'on a basculé, qu'on a changé en fait d'époque. On n'est plus ici dans les années 90, dans une mondialisation ouverte et heureuse, dans un récit d'un ordre international libéral fondé sur des règles. Non, désormais, les membres estiment que ces règles doivent céder le pas dès lors qu'il y a des impératifs de sécurité nationale qu'ils sont les seuls à pouvoir apprécier. C'est un article très intéressant d'Anthea Roberts, une juriste australienne, qui parle à cet égard d'un nouvel ordre international, nouvel ordre économique international géopolitique, Geopolitical Economic Order, c'est son expression en anglais. On est là-dedans, on a basculé, on est dans une nouvelle ère en fait. Et l'Union européenne doit s'adapter à cela. Alors comment elle l'a fait? S'agissant du multilatéralisme, il y a eu différents éléments. Tout d'abord, elle a réagi vis-à-vis des USA en adoptant très vite ses propres contre-mesures, propres contre-sanctions commerciales. Et ce qui est intéressant de noter, c'est qu'elle l'a fait vite.
Auparavant, dans les années 2000, quand j'ai travaillé sur ma thèse, justement, les réactions de l'Union européenne, ça prenait 1 an, 2 ans, dans un contentieux, par exemple, contentieux FSC à l'OMC. Là, ça s'est fait en quelques semaines. En quelques semaines, la Commission a adopté des contre-mesures vis-à-vis des États-Unis sur l'acier et l'aluminium. Et puis, il y a eu aussi une saisine de l'ORD. Et puis, en parallèle, elle a tenté de sauver l'ORD en proposant notamment la mise en place d'un mécanisme d'appel provisoire sur une base arbitrale avec les pays qui seraient d'accord pour la suivre sur ce mécanisme. Et c'est le cas du Japon, de la Chine, notamment, qui ont accepté la mise en place de ce système d'appel parallèle en attendant un changement de la position américaine. Elle a aussi usé de la force, du langage de la force avec les Américains, ce qui lui a permis d'obtenir certaines avancées, puisque la force s'est mêlée avec de la diplomatie. Et d'ailleurs, elle l'a fait, et ça rejoint un peu Luc Van Middelaar dont je vous parlais tout à l'heure, c'est qu'elle l'a fait parfois en dehors du droit. Si vous regardez, par exemple, en 2018-2019, il y a eu un accord Juncker-Trump qui consiste en un mémorandum qui contredit complètement les principes du multilatéralisme. On retourne vraiment, c'est back to the GATT, c'est des accords vraiment de zone grise qui ne sont même pas formalisés. C'est je m'engage à acheter tant de soja et vous vous engagez à ne pas me frapper avec des nouvelles sanctions. Voilà, ce type d'accords qui ont été négociés en catimini par la Commission de façon plus ou moins ouverte avec des mémorandums plus ou moins transparents. Donc, elle a utilisé la force, la puissance et aussi la diplomatie pendant ces années-là, sous la force de la contrainte, en fait, sous la force de la nécessité. Et puis, par ailleurs, l'Union européenne a proposé des pistes de réforme de l'OMC dès 2018, et puis plus encore dans une communication récente sur laquelle je vais revenir un petit peu après, de février 2021, où elle propose notamment de réformer la méthode de l'engagement unique, de passer à une sorte d'OMC à la carte. Elle propose de nouvelles négociations, de nouveaux accords, et elle propose des pistes qui prennent en partie en compte les desiderata américains pour modifier l'organe de règlement des différends, modifier le système de règlement des différends de l'OMC. Plus encore, elle fait droit à beaucoup d'arguments américains à l'égard de la Chine sur le statut des pays en développement, sur la question des subventions. Elle demande, elle aussi, la mise en place de règles sur les subventions pour les pays qui ne respectent pas l'économie de marché. C'est bien la Chine qui est visée, ou de nouvelles règles en matière de propriété intellectuelle. Donc ici, il y a une adaptation de l'Union européenne, différents instruments qui sont ici utilisés. Ça n'empêche pas ce soutien multilatéralisme, l'utilisation de plus en plus fréquente d'instruments unilatéraux pour faire prévaloir l'intérêt de l'Union sur la scène internationale. J'en citerai 2 ici. 2, même 3. Allez, 3. 3 récents. Non, 2 récents. Premier instrument qu'on peut citer, c'est une proposition du printemps qui porte sur les subventions étrangères, justement. C'est une possibilité ici, accordée à la Commission, de prendre grossièrement des mesures, des sanctions à l'encontre d'un pays dont les entreprises agissant sur le marché communautaire bénéficieraient de subventions étrangères. L'idée, en fait, c'est quelque part d'avoir un level playing field. Je reprends l'expression de Nicolas Pigeon qui dit qu'en fait, c'est une expression qui vient du champ militaire, c'est-à-dire d'avoir un champ de bataille équivalent sur le marché communautaire, et donc de ne pas simplement appliquer les règles en matière de concurrence et de subvention aux entreprises européennes, mais de l'étendre à des entreprises étrangères. Une proposition qui est en cours de discussion. Et en fait, c'est intéressant parce que c'est un peu ce qu'ont fait les États-Unis dans les années 80 à propos de la propriété intellectuelle. C'est de l'unilatéralisme qui a pour fonction, qui a pour but de motiver des réformes multilatérales, de motiver dans un second temps des accords multilatéraux. Mais en attendant, faute de mieux, pour un petit peu provoquer une juridicisation des comportements des règles au niveau multilatéral, on prend des mesures unilatérales. L'autre exemple, vous l'avez peut-être en tête déjà, c'est le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières qui a été proposé en juillet. Alors, sans faire de mauvais jeu de mots, c'est une véritable usine à gaz, ce mécanisme en l'état. Si vous allez le lire, la proposition est assez complexe, mais il s'agit ici
de prévoir, pour l'instant, pour des marchandises spécifiques, l'obligation pour l'importateur de s'acquitter d'un prix, d'un paiement, de façon à faire en sorte qu'il y ait à peu près un équivalent de ce qu'est le système d'échange de quotas d'émissions au sein de l'Union vis-à-vis des pays tiers. C'est-à-dire que les entreprises de l'Union qui respectent le SEQE, le système d'échange de quotas d'émissions, soient en concurrence loyale avec des entreprises de pays tiers qui, elles, ne sont pas forcément soumises à ce système de quotas d'émissions. En revanche, si le pays tiers rentre dans un accord avec l'Union ou se soumet lui aussi à un système de quotas d'émissions, il n'y aura plus d'ajustement carbone qui lui sera imposé. Ce serait le cas du Royaume-Uni, s'il respecte ses engagements au titre de l'accord de commerce et de coopération. Ce serait le cas d'autres pays comme le Canada notamment. Donc on a ici l'unilatéralisme qui va vers le multilatéralisme. Alors, ce n'est pas de la politique commerciale au sens strict. La proposition pour le CBM, pour le mécanisme d'ajustement carbone, c'est 192 TFUE, donc c'est une base environnementale, mais à mon sens, il s'agit bien de politique commerciale. Bien, j'ai beaucoup parlé. Alors, vous savez, souvent, quand on regarde une série, il y a une petite période de creux. Là, j'espère que je n'ai pas été trop là-dedans, au niveau du 2e épisode. Et puis, le 3e, c'est vraiment le climax qui monte. Et donc, on y est, la crise sanitaire, la crise de la Covid-19. Crise intéressante, hein, puisqu'elle remet à plat, elle met à nu, en fait, beaucoup de choses, cette crise sanitaire. Mise à nu des faiblesses de l'Union. On connaît tous ici l'histoire, elle nous a marqué intimement, profondément, de cette crise sanitaire. Je rappellerai qu'en février, mars 2020, donc au début de cette crise, il apparaît que l'Union européenne est assez dépourvue vis-à-vis de certaines mesures prises non seulement par les États sur la scène internationale, mais aussi par certains de ces États membres, mesures qui sont là pour faire face à une situation de pénurie. On est vraiment dans une situation, j'allais dire, schmittienne, c'est-à-dire des crises d'une situation extrême. Eh bien, en fait, on ressort vraiment ce que sont les règles, ce qui est le cœur des règles, ce qui est l'essentiel des règles applicables. Et donc, l'Union européenne, son problème, c'est qu'elle a une politique commerciale, mais une politique commerciale qui n'est pas imaginée pour faire face au fait que certains États renchérissent sur le tarmac le prix des masques, le prix des respirateurs, et elle n'est pas faite pour se préparer au fait qu'y compris entre les États membres, il va y avoir des mesures de restriction aux exportations qui vont être prises pour retenir des masques, parce que au sein de l'Union européenne, on est il faut bien le dire, en situation de pénurie et on est en incapacité de produire des marchandises de première nécessité pour faire face à la crise de la Covid-19. On a en tête le fait qu'au printemps 2020, on est en rupture de paracétamol dans l'Union. Et on se rend compte qu'on n'a pas une seule usine en France et même dans l'Union européenne à même de produire du paracétamol. Donc on est dans cette situation-là. Alors, que va faire dans un premier temps la Commission ? Une chose intéressante, c'est qu'il y a une réaction assez rapide. Dès la fin du mois de mars, sous la pression des événements, l'Union européenne, plus exactement la Commission, va prendre un règlement d'exécution qui est basé sur une législation de 2015 relative aux restrictions aux exportations. J'ai appris d'ailleurs à cette occasion-là que ça existait, qu'il y avait une législation de base autorisant les restrictions aux exportations. Et ce règlement d'exécution, il est intéressant parce qu'on est ici dans la procédure, mais la procédure, c'est intéressant quand on l'applique. Ça permet à la Commission, en quelques jours, de faire adopter cette nouvelle règle et de prévoir la possibilité donc de restreindre les exportations d'un certain nombre de produits listés, notamment les masques, les respirateurs, ou les combinaisons, etc., utilisées dans les hôpitaux. Alors, de façon assez intéressante, en fait, ce n'est pas la Commission qui décide de restreindre telle ou telle exportation. Ce règlement d'exécution prévoit ou délègue, plus exactement, le pouvoir pour les États de prendre ce type de restriction, ce qui, en fait, ne fait qu'avaliser les faits, puisque et la France et l'Allemagne et l'Italie avaient déjà pris ce type de mesures
qui sont en fait justifiées au titre du marché intérieur, hein, même au titre de l'article 36, vous pouvez justifier des restrictions aux exportations pour des raisons de sécurité nationale, en fait, pour des raisons impérieuses, ici, d'intérêt général. Donc, ces mesures sont avalisées par la Commission, et d'ailleurs, si on regarde qui le permettent, toujours est-il qu'il y a ces mesures qui vont être prises, et ça ne va pas être le dernier épisode de ce type de restriction. Alors, je le dis parce qu'on est vraiment en rupture avec la logique libérale ici. On est vraiment dans une situation, un renversement. Ce n'est plus l'article 206 où l'Union œuvre à la restriction des échanges internationaux. Non, non, au contraire, on remet des restrictions aux échanges. Et quelques mois plus tard, ça va être réitéré parce que, alors même que la Commission avait été très fière de négocier des contrats de vaccins avec AstraZeneca, elle constate à son grand dam que les livraisons de vaccins produits sur le territoire de l'Union européenne, de plusieurs États membres, en Belgique, en Italie, se font prioritairement vers le Royaume-Uni. Et donc, vont être adoptées, c'est à la fin du mois de janvier de cette année, 2020, de nouvelles restrictions aux exportations de vaccins. Alors, de façon intéressante, ce qui est prévu, c'est que, là encore, ces restrictions peuvent être adoptées par les États membres. Plus exactement, il y a un système d'autorisation qui est mis en place. Les États membres doivent autoriser toute mesure de restriction aux exportations de vaccins. Et ces mesures ne s'appliquent pas pour les États membres proches de l'Union qui sont listés, mais on ne trouve pas, bien entendu, le Royaume-Uni dans la liste des États concernés. De façon intéressante aussi, il y a une première version de ce règlement de fin janvier qui porte restriction aux exportations de vaccins, qui réintroduisait des contrôles à la frontière nord-irlandaise. Donc, ça faisait 4 ans que l'Union européenne négociait un protocole spécifique sur l'Irlande du Nord, interdisant les contrôles douaniers entre l'Irlande du Sud et l'Irlande du Nord. Et la première chose, le premier acte qui est pris vis-à-vis du Royaume-Uni, c'est une violation flagrante, en fait, de ces obligations et une réintroduction de la frontière. La Commission s'est rendue compte tard dans la nuit de sa bévue, et donc il y a eu une modification au dernier moment du règlement qui a été adopté. Et ça montre bien là que la politique commerciale s'adapte aux nécessités et au gré de la politique internationale du moment. Autre élément de réaction à la crise, c'est l'accélération d'un certain nombre de mesures. Par exemple, la mise en œuvre du règlement de filtrage des investissements étrangers. C'est un règlement qui a été adopté en 2019, qui devait rentrer en vigueur fin 2020, et l'Union européenne, la Commission a indiqué aux États membres qu'ils pouvaient appliquer dès à présent des règles de filtrage des investissements étrangers, parce que la crainte, c'est que des pays tiers ne profitent de la faiblesse de certaines entreprises européennes pendant la crise de la Covid-19 pour racheter ces entreprises. Ce que montrent ces premières mesures de la pandémie, liées à la pandémie, c'est qu'explose finalement ce clivage libéralisme et protection. Parce que sur d'autres mesures que je n'ai pas citées, l'Union européenne a aussi abaissé les droits de douane pour certains produits de première nécessité pour faciliter leur importation. Et ce qui prévaut dans toutes ces mesures, en fait, c'est l'intérêt de l'Union. L'intérêt à court terme de l'Union est mis en avant à chaque fois dans ces mesures d'exception adoptées au titre de la politique commerciale. Bien, dernier épisode 4, et avant peut-être un léger cliffhanger, j'ai beaucoup parlé. Mais ce qui a mis en évidence cette crise de la Covid-19, c'est aussi des situations de pénurie. Je viens de Rennes, par exemple. Aujourd'hui, il y a une des principales entreprises à Rennes, c'est l'entreprise Citroën, qui emploie beaucoup de monde. Eh bien, des amis à moi qui travaillent pour Citroën sont au chômage technique parce qu'on est en situation de pénurie et sur les batteries pour les voitures électriques et aussi sur toutes les puces électroniques qu'on utilise dans la fabrication d'automobiles. Et ce n'est pas propre à la production de PSA, c'est aussi le cas en Allemagne. En Allemagne, actuellement, alors même que les exportations automobiles, c'est la moitié de l'excédent commercial allemand, eh bien, ils n'arrivent pas aujourd'hui, Volkswagen n'arrive pas à produire de voitures parce qu'on n'a pas, par exemple, de puces électroniques suffisantes. On n'a pas encore les batteries suffisantes pour la production automobile. Donc, situation de pénurie qui montre, là encore,
les fragilités, qui mettent à nu les fragilités de l'Union. Donc, quatrième point, quatrième épisode et dernier épisode, vers l'affirmation d'une autonomie stratégique de l'Union européenne en matière commerciale. Cette notion d'autonomie stratégique, elle est liée à la souveraineté européenne et plusieurs États membres, dont la France, puis plusieurs personnalités vont essayer de l'imposer dans le cadre de la politique commerciale. Ça va être assez délicat. Il va y avoir beaucoup de débats. Il y a eu beaucoup de débats l'année dernière sur cette notion d'autonomie stratégique, comment l'appliquer à la matière commerciale. Et à ce titre, il y a une résolution que je vous invite à lire, je ne vais pas vous la décrire, mais du Parlement européen de novembre 2020, qui porte sur cette notion d'autonomie stratégique, mais de façon intéressante, les parlementaires européens ne se sont pas entendus sur le terme d'autonomie stratégique, et donc ils ont choisi de parler d'autonomie stratégique ouverte. Pourquoi ? Parce que malgré tout, il y a cette crainte en Europe, une crainte en partie justifiée, on pourra en reparler, que ce concept d'autonomie stratégique ne conduise à réintroduire du protectionnisme dans la politique commerciale européenne. Et ça, beaucoup d'États n'en veulent pas. Pas que les États, mais aussi les représentants au sein du Parlement européen. Cette notion d'autonomie stratégique ouverte, elle est reprise dans une communication de la Commission de 2021. C'est la dernière communication en matière commerciale. C'est une fois tous les 5 ans qu'il y a une communication en matière commerciale qui reprend le terme sans aller dans les détails. Ce qui est intéressant dans ce texte, c'est qu'on parle quand même beaucoup moins de libre-échange. L'expression apparaît peu, notamment si on compare à la précédente communication, et on emploie ce terme d'autonomie stratégique, même si on veut éviter le protectionnisme. Début de définition des concepts clés et des réorientations. Moi, j'ajouterai 2 choses pour conclure mon propos, et je sais que j'ai été long. Cette politique commerciale, elle ne peut perdurer, ou elle ne doit perdurer qu'à 2 conditions, je pense. Et c'est les leçons que je retiendrai de ces épisodes et de ces crises. Premier élément, la nécessité de tenir compte de la politique internationale, ce qui n'a pas été suffisamment le cas jusqu'à maintenant. De tenir compte des nouvelles réalités du monde, des nouveaux équilibres politiques, de faire plus de politique et de tenir compte des impératifs géopolitiques davantage que par le passé. Deuxième élément, et c'est lié au précédent, c'est toujours cette nécessité de rompre le cloisonnement de la politique commerciale. Et je terminerai là-dessus, c'est qu'il ne peut pas y avoir de politique commerciale efficace, efficiente, sans une politique industrielle européenne. C'est ce qui commence à être mis en place. Pour l'instant, on est vraiment dans le discours, dans l'invocation. Il y a encore une communication qui a été adoptée au début de la crise du Covid là-dessus, des efforts, des projets qui sont mis en place, mais à long terme, on ne pourra pas défendre cette politique commerciale ou avoir une politique commerciale efficace si on ne développe pas une vraie politique industrielle européenne.